Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors là, on est vraiment dans la rentrée. Je pense qu'il y en a pas mal, ça y est, ils se sont remis aux bonnes résolutions. C'est bon, là, la période de déconfinement, l'été, tout ça s'est passé et on reprend un petit peu les choses sérieuses. Alors, dans cet épisode, on va parler de deux choses. Déjà, en deuxième partie, on va parler du home gym. La première partie, dans l'épisode précédent, je vous invite à l'écouter si vous voulez savoir quel matériel de base il faut utiliser, selon moi, en tout cas, quel est l'ordre, la hiérarchie, en tout cas, qu'il faut appliquer pour s'équiper. Et on va également parler, là dans la partie 2, on va voir comment démarrer, mais dans la partie 1 de cet épisode, on va répondre à la question qu'on m'a posée. Salut Théo, entre l'aérobie et l'anaérobie, ou un mix des deux, est-ce que ça va être intéressant de faire ça pour perdre les derniers 5 à 10 kilos récalcitrants ? Alors, déjà, quand on parle de 5 à 10 kilos récalcitrants, moi, ça me fait penser que cette personne vient de loin. Je m'explique. On ne parle pas de 5 à 10 kilos récalcitrants quand, par exemple, ça fait des années qu'on est à 80 kilos et qu'on veut descendre à 75 ou 70 kilos. On parle de 5 à 10 kilos récalcitrants quand on vient de 90, 100 kilos et qu'on a déjà perdu une dizaine de kilos et qu'on a envie de taper dans les 10 kilos restants ou les 5 kilos restants. Le récalcitrant arrive quand il y a déjà eu un chemin parcouru et en règle générale quand il y a eu 2/3 du chemin parcouru. On ne parle pas de récalcitrant quand on démarre quelque chose, puisqu'en fait le démarrage est toujours simple. C'est pas simple pour quand on ignore les choses, mais n'oubliez pas que la connaissance c'est le pouvoir. Quand vous connaissez les choses, vous avez le pouvoir d'agir et de comprendre. Et c'est d'ailleurs pas mal de personnes qui ont réussi à faire un régime, de perdre du poids, etc. et qui restent dans cette spirale qu'ils ont peur de reprendre du gras si jamais ils font une prise de masse, etc. Mais cette peur, elle a plus de raison d'être étant donné qu'elles ont les outils pour redevenir sèches. Donc elles arrivent pas à avoir confiance en elles par rapport à leurs compétences. C'est-à-dire que si vous avez réussi, vous êtes devenu compétent ou compétente. Vous êtes capable ou de prendre du muscle ou de perdre du gras. Enfin, en tout cas, c'est des compétences. C'est un petit peu comme le vélo. Vous savez faire maintenant. Il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que si vous avez, avec un protocole, réussi à perdre du gras, il y a de fortes chances que ce protocole, même dans 20 ans, il marche pour vous. Parce que s'il a marché pour vous une fois, il a de grandes chances. Alors là, il y en a qui vont dire oui, mais non, le métabolisme ralentit avec l'âge, mais bon, la génétique, mais non. Enfin, si vous avez vu un petit peu ma formation sur la dépense énergétique d'il y a 15 jours, vous avez vu l'impact, le pourcentage de génétique, le pourcentage au niveau de l'avancement dans l'âge, et vous voyez que ces théories-là, ces arguments-là ne tiennent pas. Donc faites attention à ce genre d'argument-là parce que ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas, c'est pas fiable, c'est trop maigre comme impact pour dire qu'il faut tout changer avec l'âge. Non, il faut pas tout changer. Il y a des modifications, mais dans les grandes lignes, ça reste quand même la même chose. Donc cette stratégie que la personne, donc on va partir du principe que la personne a déjà perdu du poids, puisque si c'est récalcitrant, comme je disais, ça veut dire que c'est les derniers, en tout cas qu'elle juge être les derniers kilos à perdre. Donc déjà, la notion de kilo, c'est compliqué, parce que la personne, est-ce qu'elle a pris du muscle pendant son régime ? Parce que oui, c'est possible, qu'elle se soit un peu musclée, selon d'où elle a démarré, selon les protocoles qu'elle a suivis, etc., en termes d'entraînement, en termes de nutrition et tout. Donc il y a peut-être eu une redistribution un petit peu des masses, si on peut dire comme ça. Elle a peut-être libéré du gras pour prendre du muscle. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de personnes au régime, au bout d'un moment, ils perdent plus de poids, mais leur corps continue à changer. Et là, c'est un petit peu bizarre, parce que le reflet dans le miroir change, mais le poids sur la balance ne change pas. Donc c'est ce qui se passe pour quasiment tout le monde quand ils font un régime. Mais enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Au bout d'un moment, le poids, c'est des 100, des 200 grammes qui changent, qui varient, et pourtant le physique, lui, il change à hauteur de. On a l'impression qu'il y a 2 ou 3 kilos qui sont partis ou qui sont arrivés. Enfin bon, bref, voilà.
Donc, aérobie ou anaérobie. Donc, aérobie, la personne pense certainement plus à du cardio, du style du footing, du vélo. Enfin, vous savez, pépère. Hein, quand je dis pépère, c'est le petit cardio tranquille qu'on fait le dimanche matin sur son vélo, sur son tapis de course, sur, je sais pas moi, on va se promener, etc. Donc, plutôt aérobie ou anaérobie. Alors, ça peut être aussi de la muscu, hein, anaérobie, mais c'est souvent, les gens pensent à du haute intensité, du style des sprints, de la corde à sauter, enfin des choses, des efforts un petit peu plus violents. Donc, on va un petit peu faire, on va diviser les choses en deux. Déjà, je vous avais partagé dans une vidéo sur YouTube il y a quelques temps qu'est-ce qui brûlait le plus de graisse en fait par rapport à 4 styles d'entraînement. Donc, les chercheurs avaient mis pendant 30 minutes des personnes sur un tapis de course, sur un vélo, à faire un circuit training ou à faire de la muscu. Et ils s'étaient rendu compte que ceux qui brûlaient le plus de graisse en 30 minutes, c'était ceux qui faisaient du tapis de course. Par contre, ceux qui brûlaient le plus de calories, c'était ceux qui faisaient le circuit training. Donc, la personne, quand elle veut perdre ses 5 à 10 kilos, je pense que c'est une personne qui veut perdre du gras. Donc, elle peut déjà inclure, ça ne veut pas dire essentiellement ça, mais elle peut inclure un entraînement cardio qu'on appelle, nous, dans le fitness, du cardio basse intensité. Donc, c'est sur des durées de 30 à 45 minutes en basse intensité, donc marcher, courir, mais voilà, à intensité légère, mais surtout sur la durée. Après, l'entraînement de type haute intensité, etc., ça peut être également intéressant pour taper dans la graisse viscérale. Vous avez peut-être vu qu'il y a des gens, ils ont souvent, parfois, quand ils ont un gros ventre, ils ont un ventre rond, ils ont du gras, mais en fait, la taille de leur ventre n'est pas essentiellement du gras superficiel. Quand je dis du gras superficiel, c'est, vous savez, le gras que vous allez avoir juste sous la peau. Le gras que vous pouvez pincer. En fait, on se rend bien compte qu'il y a un ballon tendu sous ce gras-là, et ça, c'est la graisse viscérale qui est à l'intérieur, entre les organes, celle qui pousse le ventre en avant. Donc c'est pour ça, des fois, que vous pouvez trouver des personnes qui sont plutôt sèches, entre guillemets, hein, qui ont plutôt minces, mais avec un gros ventre, un ventre tendu. Donc là, souvent, ça va être... et beaucoup pensent que, bon, il y a les ballonnements, il y a tous ces trucs-là, mais ça peut aussi faire partie d'une certaine dose de graisse viscérale. Et ça, les entraînements anaérobies, donc les efforts violents de haute intensité, sont propices à l'utilisation de cette graisse viscérale. Donc ça peut être intéressant de mixer les deux par rapport à toi, ce dont tu as besoin. Si tu juges que tu as plutôt le ventre plat et que c'est vraiment du gras que tu as à perdre, donc quelque chose que tu peux choper à la main, mais que ton ventre n'est pas rond, n'est pas tendu, tu as le ventre bien plat de profil et tout, tu peux te tourner plutôt vers des efforts aérobies, en plus de ta muscu évidemment, hein, n'abandonne jamais la muscu reste le pilier. Mais par contre, si tu as plutôt le ventre assez mince, assez, je vais pas dire sec, mais plutôt bien réparti au niveau du gras, c'est-à-dire que tu vois un petit peu tes abdos et tout, je pense que pour toi, ça pourrait être profitable de faire un petit peu d'efforts de haute intensité type anaérobie, de manière à essayer de taper dans cette graisse viscérale qui, potentiellement, te fait avoir un ventre plutôt rond. Donc, essaye d'éviter de raisonner en termes de kilos, mais plutôt en termes de résultats dans le miroir. Donc, à partir du moment où tu commences à dire récalcitrant, sors ton mètre ruban, mesure-toi le tour de taille au niveau du nombril, régulièrement, à heure, jour fixe, et conditions fixes, c'est-à-dire si c'est le lundi matin avant d'aller aux toilettes à telle heure avant de prendre ton petit déjeuner, il faudra toujours que ta mesure soit prise dans les mêmes conditions. Et donc voilà, donc surveille ça, c'est beaucoup plus parlant en termes visuels que le poids de corps qui lui, avec les mouvements dos, avec tout un tas de choses, peut varier des fois de 1 à 2 kilos en l'espace de très peu de temps. Il suffit que tu fasses, un repas un peu riche en sel, que tu t'hydrates, que tu manges des aliments que t'as pas mangé forcément, et que tu aies fait un entraînement, tu peux faire un peu d'inflammation, tu vas retenir de l'eau avec le sel aussi. Il peut se passer des phénomènes de rétention d'eau, d'inflammation et tout, qui vont faire que en montant sur la balance, tu vas avoir des différences, alors que réellement ton physique il n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est que des mouvements d'eau, tu as retenu un petit peu plus d'eau, tu te rends compte après les jours suivants que tu vas plus souvent pisser, que tu transpires un peu plus, et puis tout se régule. Donc voilà, fais attention au poids de corps. Bon, la partie que vous attendez le plus, je le sais, c'est la partie sur le home gym. Alors la partie sur le home gym qui démarre tout de suite, on va voir comment démarrer et comment organiser tout ça. Alors, moi ce que j'avais noté, c'est déjà...
il y a différentes façons de s'entraîner à la maison, de faire les choses. Il y a ceux qui vont avoir un espace dédié, c'est-à-dire ils vont avoir un garage, ils vont avoir une pièce, je sais pas, un sous-sol ou alors un grenier. Vous savez, dans l'idéal, dans le rêve de tous les pratiquants au home gym, c'est d'avoir plutôt. Enfin, moi, je serais plutôt du style à avoir une cave qu'un grenier aménagé, d'avoir un sous-sol. Vous savez, un sous-sol où, vous savez, dans mes rêves les plus fous, ce serait un endroit où je peux ranger la bagnole et m'entraîner au milieu d'un béton ciré avec la voiture à côté. Vous voyez cette ambiance un petit peu Tony Stark Iron Man là, la cave un petit peu où il y a tout pour la man cave. Vous tapez ce hashtag là sur les réseaux sociaux, vous tapez hashtag man MANCAVE. Moi, c'est un petit peu ça pour moi l'idée du home gym, c'est-à-dire un espace où on peut s'entraîner avec un petit canapé, où on peut faire une petite soirée avec ses potes, l'endroit pour bricoler, faire la petite révision de sa bagnole. Bon, voilà, c'est des rêves un peu primaires de mecs. Mais en tout cas, c'est un truc que j'aime bien. Et donc, chacun peut avoir sa pièce dédiée. Donc, je sais pas quelle est la superficie que vous avez pour vous entraîner chez vous, mais ça peut être de ça, donc c'est-à-dire des espaces vraiment entiers, à rien du tout. C'est-à-dire, vous n'avez pas de salle, pas de pièce à dédier à ça. Donc, il va falloir vous entraîner dans un environnement où habituellement il y a autre chose, un salon, une chambre, j'en sais rien, enfin bon, ou un garage même, où d'habitude il y a des choses dedans et vous devez manipuler, faire un petit peu de manutention avant de vous entraîner ou après votre entraînement. Donc une pièce dédiée en laissant le matos sorti, propre et ordonné. Si vous avez une pièce dédiée à l'entraînement, donc c'est-à-dire la pièce sert à ça, faites en sorte, déjà regardez. Je sais pas si vous êtes déjà allé en salle, pour ceux qui s'entraînent, qui démarrent l'entraînement, en tout cas ceux qui sont déjà allés en salle, vous avez bien dû remarquer que arriver face à un rack haltère, un râtelier d'haltère bien ordonné, c'est quand même plus motivant qu'arriver où c'est le bordel, il faut chercher un poids de vin ici et l'autre à l'autre bout de la salle. Donc faites en sorte d'avoir toujours un espace d'entraînement le plus ordonné possible. C'est-à-dire le banc, remettez-le à plat. Si vous avez un banc incliné, machin et tout ça, remettez-le à plat. Déchargez vos barres. Rangez tous les poids de 20 avec les poids de 20, les poids de 10 avec les poids de 10. Essayez d'avoir une structure. C'est-à-dire que il faut que ça donne envie. Il faut que quand vous arriviez dans votre espace, vous ayez juste à vous y glisser. Si vous avez besoin, en fait, toutes les contraintes supplémentaires, ça va être des résistances supplémentaires, ça va être des choses qui vont vous dire « Oh non, j'ai la flemme ». Parce qu'on sait très bien qu'il y a des jours où des gens manquent de volonté. Si vous arrivez face à un espace complètement poussiéreux, pas entretenu, complètement en bordel, ça donne pas envie. Voyez bien, comme vous vous sentez bien quand vous rentrez dans une maison bien rangée, dans une cuisine bien nettoyée, bien ordonnée, où tout est à sa place, c'est quand même plus facile de bosser, d'avoir envie de cuisiner ou d'avoir envie de se détendre ou quoi. C'est pareil pour l'entraînement. Quand vous arrivez dans un endroit où vous pouvez directement visualiser tout votre programme parce que tout est à sa place, ça va être plus facile. Donc, prenez vos 5 minutes avant l'entraînement, après l'entraînement, pour remettre en ordre. Peut-être même passer un petit coup de chiffon avec un petit spray là, vous mettez ça à disposition avec une petite lavette là sous la main, toujours dans un coin de votre environnement où vous faites votre sport, pour pouvoir entretenir un petit peu, voilà, vous enlevez la poussière sur le banc, les traces de transpiration, etc., pour que ça reste clean. Après, voilà. Deuxième point, vous n'avez pas de pièce dédiée. Vous avez envie de vous entraîner chez vous. Vous vivez dans un studio, un T2 ou même une maison, mais il n'y a pas de place pour faire une salle. Comment on fait ? On a quand même envie de s'entraîner, donc comment on fait ? Là, il y a une petite astuce que moi je vais vous recommander. C'est de prévoir à l'avance. Quand je dis prévoir à l'avance, je vais vous prendre un exemple. Vous partez le matin, bosser comme d'habitude. Et vous avez prévu de faire votre entraînement à 17h. Prenez 10 minutes le matin pour préparer l'espace où vous allez vous entraîner. C'est-à-dire, si jamais vous commencez votre travail à 9h et que vous rentrez le soir à 18h et que vous avez envie de faire votre séance de sport à 18h15, le matin, quand vous partez, poussez le canapé ou j'en sais rien, ou la table, mettez votre espace d'entraînement en place. C'est-à-dire que si vous avez prévu de faire les cuisses, vous mettez, votre barre, votre machin, tout est prêt. C'est-à-dire que vous partez, c'est prêt. Comme ça, au moins, quand vous allez rentrer le soir, vous n'avez pas besoin de préparer tout ça.
Si vous rentrez entre midi et 2, vous pouvez le faire entre midi et 2. C'est-à-dire que vous pouvez préparer tout ça entre midi et 2. Et donc voilà. Si par contre, vous pouvez pas faire ça parce qu'il y a du monde chez vous et que vous pouvez pas vous permettre d'imposer durant la journée les gens qui vont rester chez vous, je sais pas, peut-être votre femme ou votre mari ou un enfant, j'en sais rien, qui reste à la maison. Il a peut-être pas envie d'avoir tout le matos de muscu qui va traîner toute la journée prêt à vous attendre. Donc, ce que je vous recommande là, c'est quand vous rentrez du boulot, première chose que vous faites, sans réfléchir, vous mettez tout en place, mais sans vous dire que vous démarrez la séance tout de suite. Vous mettez tout en place et vous passez à autre chose. C'est-à-dire que, vous rangez vos affaires de boulot, vous faites la vaisselle de votre gamelle, vous commencez à préparer le repas du soir, ou j'en sais rien, vous faites autre chose. Vous allez ranger votre linge, ou j'en sais rien, aller voir à la boîte aux lettres, le courrier. Enfin, vous faites tout un tas de choses que tout le monde fait dans son quotidien. Mais avant ça, vous préparez votre salle. Vous préparez l'espace de travail. À partir de là, en fait, ça va être beaucoup plus facile au moment où vous allez vous dire, allez, là, je démarre, de vous glisser dans la séance. Et pensez toujours à ça. Il faut que vous glissiez dans la séance. Il faut pas que ça soit En fait, il y a une différence entre vouloir rentrer au forceps dans sa séance, c'est-à-dire allez, motive-toi, vas-y, et le truc où ça glisse tout seul. Vous savez, vous vous mettez sur le banc, ça démarre, c'est bon, tout est prêt. Et ça, je sais que pas mal de personnes n'arrivent pas à faire la différence, mais dites-vous bien une chose, c'est que c'est un petit peu comme à la salle de sport. À la salle de sport, quand vous y arrivez, pour ceux qui s'entraînent en salle, il y a ce côté conditionnement. C'est-à-dire que parfois, on est sur la route, on n'a pas forcément envie, on se dit ça va être une séance de merde, mais bon, j'y vais quand même, puis je ferai un peu de cardio au pire, et voilà. Et puis le fait de passer la porte de la salle de sport, de voir l'ambiance, de voir les machines, tout ça, ça crée une forme de dynamique, et cette dynamique parfois nous motive et nous montre qu'on n'était pas forcément fatigué, mais en fait on n'était pas dans le bon mood, on n'était pas dans l'humeur de l'entraînement. Et cette humeur d'entraînement, quand on s'entraîne à la maison, elle existe aussi. Mais sauf que pour la stimuler, il faut qu'on stimule nos sens, il faut qu'on voit que la salle est prête, elle nous attend, il manque plus que nous, quoi. Et donc c'est vraiment important de préparer à l'avance. Donc ça peut être 15 minutes avant si vous pouvez pas le faire, mais la meilleure astuce, je vous garantis, c'est que si votre maison reste vide sans vous, donc je sais pas, vous êtes célibataire ou que vous avez plus ou moins les mêmes horaires de travail avec vos conjoints, conjointes, enfants et tout ça, préparez-le en partant le matin, vous préparez le petit espace, comme ça en fait ça n'attend que vous quand vous arrivez, quoi. Autre chose, dans l'espace dédié, beaucoup de personnes oublient que si par exemple vous n'avez pas de grenier, pas de sous-sol, pas de garage, eh ben une astuce que vous pouvez avoir, c'est d'acheter, vous savez, ça coûte pas si cher que ça, hein, détrompez-vous, il y en a beaucoup qui pensent que c'est cher, mais ça coûte pas si cher que ça par rapport au rendement, en fait. Ce sont les tentes vous savez, pour les événements, les mariages et tout. Vous pouvez facilement avoir une espèce de tonnelle avec des murs, vous savez, en toile et des fausses fenêtres et tout ça, là. Enfin, des fausses qui sont des vraies, mais des fenêtres molles, quoi. On va dire à moins de 500 €, ce qui est un budget. Mais ça vous fait une pièce supplémentaire que vous pouvez mettre dans votre jardin et vous pouvez trouver des choses qui font à peu près 20 mètres carrés. À ça, alors là je parle de quelqu'un qui commence à s'entraîner un peu sérieux, hein, qui investit pour l'avenir de son entraînement, donc avec un sol, alors soit il y en a, si vous avez déjà une dalle existante, un morceau de terrasse inexploité ou quoi, vous pouvez le mettre dessus, mais sinon du sable damé avec des autobloquants plus après un revêtement un petit peu mou, vous savez, de tapis de gym. Ça peut être intéressant de vous faire un petit peu pour moi, je pense que c'est une option la plus raisonnable en termes de place, en termes voilà, vous grignotez pas trop l'espace du garage si vous avez pas mal de matos à stocker et tout ça. Ça peut être intéressant et aussi ça dénature pas un jardin. Parce que si vous avez un petit jardin, ces tentes de réception, ça s'appelle comme ça. Souvent c'est esthétique parce que c'est utilisé pour des mariages ou je sais pas, des séminaires et tout. Et c'est des choses qui ont un petit peu de la gueule, quoi. C'est pas moche. Vous savez, c'est pas la tente de camping qui a pas de gueule où ça fait un peu manouche d'avoir ça dans le jardin. Non, là, ça fait vraiment le truc un petit peu réception, sympa. Ça donne, enfin voilà, c'est un petit style, quoi. Et ça peut vous faire votre salle à la maison beaucoup plus grande que si vous investissiez, je sais pas, une chambre ou un garage. Alors, troisième point, des baskets propres qui ne sortent pas. Donc ça veut pas dire d'acheter des baskets prévues pour, mais par exemple, je sais pas, la prochaine fois que vous changez vos baskets,
Par exemple, vous avez des baskets, vous aimez bien changer de basket tous les ans, tous les 2 ans. Et ben la prochaine fois que vous changez de pompe, gardez les anciennes et vous les lavez. Et interdiction de les faire sortir de la maison. Et ces baskets-là vous serviront à vous entraîner. Pourquoi je parle de basket ? Parce que on va en venir tout de suite à se mettre en tenue. Si vous vous entraînez pareil que vous travaillez, par exemple, je sais pas si vous bossez à la maison ou que vous bossez dans une certaine tenue et que vous voulez vous entraîner dans la même tenue, ça va pas le faire. En fait, la tenue conditionne. Ne vous entraînez pas à l'arrache avec en slip ou j'en sais rien. Ayez une tenue pour le sport, un short ou un jogging, j'en sais rien, un t-shirt ou des débardeurs prévus d'avoir un petit peu un uniforme d'entraînement. Vous avez plus ou moins un uniforme de travail, quel que soit votre job, vous y alliez pas en débardeur Marcel on a toujours des métiers physiques aux métiers moins physiques, on a tous plus ou moins une tenue ou en tout cas une gamme de tenues qu'on applique à son travail. Et bien faites la même chose pour votre sport. Ayez une pile dans votre armoire de tenues pour le sport et mettez-vous en tenue. Donc c'est-à-dire quoi ? Les baskets propres, parce que si vous entraînez chez vous, ça sert à rien de ramener la merde de l'extérieur. Les baskets propres, vos chaussettes, votre short, votre pantalon, votre legging ou autre, votre brassière, votre débardeur, votre t-shirt ou autre. Mettez-vous en tenue. Tout ça, ça conditionne à démarrer l'entraînement. Et ensuite, on va créer une ambiance. Alors, c'est quoi créer une ambiance ? Ça, c'est surtout pour les personnes qui ont du mal à se mettre dedans, qui vont s'entraîner dans le même espace où ils font autre chose. Par exemple, un salon, une chambre ou quoi. Donc là, créer une ambiance, ça va être jouer sur les lumières. Donc, on va essayer d'avoir le maximum de lumière possible pour stimuler à fond. On va également chercher à avoir une playlist musicale ou alors, je sais pas, vous allez mettre Alors moi, ce que je peux vous recommander de faire, c'est que si vous aimez bien travailler en musique ou travailler en regardant des vidéos d'entraînement, par exemple de youtubeurs muscu ou autres, ce qui peut aider à se motiver, à se mettre un petit peu dans l'ambiance. Moi, pendant une période, je m'entraînais par exemple en regardant que des gars qui s'entraînent au Gold Gym. Donc j'étais abonné à pas mal de personnes qui s'entraînent au Gold Gym à Venise et ben en fait c'était marrant parce que j'avais l'impression entre guillemets de partager la séance avec ces gens-là alors que moi j'étais chez moi en train de faire ma séance en home gym. Donc moi ce que je peux vous recommander, mais après vous allez me dire ouais mais comment on fait, j'ai pas envie d'être pollué par toutes ces chaînes. Et ben créez-vous une deuxième chaîne YouTube à vous. Donc un deuxième compte, et là vous mettez que des choses d'entraînement, donc des playlists musicales, des chaînes YouTube qui parlent de choses qui vous motivent d'entraînement. Vous voyez des Américains par exemple s'entraîner, ou même, je dis Américains ou des étrangers, vous en foutez de toute façon, vous écoutez pas vraiment. Le but c'est pendant les temps de repos, vous allez voir faire leurs séries, les voir certains mouvements, etc. Ça va vous donner des idées. Bon bref, et de vous créer vraiment un univers, une playlist avec que des choses qui vont vous stimuler. La playlist, ça part du principe que vous avez une télé proche de votre entraînement. Si c'est pas le cas, ça va être plutôt des choses audio, donc de la musique, quoi. Donc lumière, playlist dédiée, d'avoir également peut-être alors clim ou ventilateur. Là, on est sur la fin de l'été. Personnellement, mieux vaut un bon ventilateur qu'une clim. La clim, le problème, c'est que ça a tendance à vous mettre un petit peu trop dans le confort, d'être un petit peu alors si vous avez une super climatisation, la réglez pas trop forte là où vous entraînez, parce que vous avez peut-être envie de transpirer, de perdre un petit peu de rétention d'eau. La clim, vous avez remarqué qu'on transpire beaucoup moins à la clim. Essayez quand même d'avoir une température de pièce qui descend pas en dessous des 26, quoi. Parce qu'après là ça devient quand même compliqué de transpirer, etc. Enfin, je parle en été, ça commence à devenir compliqué. N'oubliez pas que le corps s'habitue un petit peu à la température extérieure, et s'il fait 30 degrés et puis que vous vous entraînez à 26, vous allez avoir un petit peu de mal à gérer tout ça. C'est pour ça que dans les salles de sport aussi, ils essayent de pas avoir trop d'écart entre l'extérieur et l'intérieur. Essayez de respecter ça chez vous aussi. Alors, du moins pour votre entraînement, de pas avoir énormément d'écart entre l'extérieur et l'intérieur. Et dernière chose, c'est travailler au chrono. Quand vous vous entraînez à la maison, vous pouvez être un petit peu dérangé, ou alors des fois vous commencez à penser à des choses à côté. Tiens, je vais peut-être commencer à faire cuire quelque chose en même temps. Non. Travailler au chrono, ça veut dire quoi ? D'avoir un chronomètre. Alors moi, pendant longtemps, j'ai utilisé le chronomètre, le timer de mon iPhone, et depuis peu, j'ai investi dans un petit truc à moins de 10 balles sur Amazon.
C'est un petit timer qui m'affiche l'heure, qui m'affiche un chronomètre si je veux, et aussi un timer. Donc du coup, je règle 2 minutes 30. Pendant 2 minutes 30, le timer, au bout d'un moment, il sonne comme les vieux réveils là. Et voilà. Donc c'est portable, c'est léger, ça fait la taille à peu près une taille de carte de crédit, plus épaisse bien sûr, mais en termes de taille, ça fait à peu près ça. Un peu plus carré, et ça permet de pas avoir à utiliser le téléphone, donc pas de problème de batterie ou quoi que ce soit, puisque c'est des piles comme dans les montres. Mais moi, ça me sert aussi pour le boulot, parce que vous savez, je me fais des sessions de boulot de 30 minutes ou 60 minutes pour faire des missions, entre guillemets. Je travaille sur une mission pendant tant de temps, etc. Donc c'est vraiment un bon investissement, je trouve. Mais pour s'entraîner à la maison, c'est surtout de travailler au chrono comme ça permet de garder le rythme et de pas avoir le temps d'avoir une perception du temps des fois qui est courte et finalement elle est longue, ou inversement. Mais de travailler au chrono permet vraiment de garder une discipline. Donc en salle de sport, c'est peut-être moins indispensable parce qu'on est plus dans le mood, dans l'ambiance. Mais par contre, à la maison, essayez d'avoir un petit chrono. Et enfin, moi, celui que j'utilise là, il y en a qui vont me demander, mais je l'envoie en newsletter assez régulièrement. Je pense que je le partage. Je vous mettrai peut-être le lien si j'y pense, on verra. Enfin bon, bref. Sinon, abonnez-vous à ma liste email. Là, vous avez le lien dans la description les notes de l'épisode. Je vous l'enverrai. Et donc voilà. Donc voilà un petit peu les conseils que je voulais vous donner par rapport à la partie 2 du home gym. Si vous avez des questions non traitées que vous avez envie que j'aborde par rapport à ça, n'hésitez pas à poser. Vous pouvez également poser les questions dans le lien qu'il y a dans les notes de l'émission. Et toutes les personnes qui se posent des questions, par exemple, sur le full body, le half body et tout ça, j'ai fait une formation sur le sujet qui parle justement de ça, mon point de vue sur le full body, de tout cet engouement qu'il y a autour de ça. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. En tout cas, vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe que ça à comprendre. Et je vous partage tout ça. C'est déjà sorti de toute façon au moment où vous l'écoutez. Donc, allez y faire un tour pour voir ce que ça donne. Je m'arrête ici, bye bye, et à tout de suite dans les notes de l'émission. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.